Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Aujourd'hui, dans l'émission Méditerranée, je vous propose de remonter quelques siècles en arrière pour vous parler de ce que l'on appelle les Juifs du Pape. Pendant plus de 400 ans, ces communautés ont été sous l'administration du Saint-Siège, une période qui a pris fin à la Révolution française. Et c'est avec André Gabriel, professeur honoraire à l'Université d'Avignon et au Conservatoire de Marseille et d'Avignon, majoral du Félibrige et membre de l'Académie de Marseille, que nous allons voyager à travers le temps. Bonjour à vous, André Gabriel. Bonjour. Au XIVe siècle, les Juifs de France subissent les persécutions, mais dans le comtat venessin, leur quotidien est préservé. Pourtant, dans ces territoires, les années précédentes ne leur ont pas été favorables, jusqu'à même être expulsés par Jean XXII en 1322. Exactement. Alors on a des mentions des plus anciennes inscriptions concernant les Juifs dans ce qu'on appelle les provinces, donc qui sont les communautés, donc Avignon, Carpentras, L'Isle-sur-Sorgue et Cavaillon. Donc c'est ce qu'on appelle les 4 communautés. On a déjà des inscriptions dès 352. Donc on sait qu'il y avait des Juifs, ils étaient partout, comme ils le sont toujours, sur Toulouse c'est exactement pareil, mais effectivement ils ont subi des persécutions parce qu'il y avait une sorte de ghettoisation, et donc vous avez l'ancien ghetto sur Avignon, le quartier des Juifs, le quartier de l'Isle-sur-Sorgue, etc. Il y a des marginalisations, quoi, voilà. Mais on sait qu'ils étaient complètement présents et participaient au quotidien de la cité, de toute façon. Hein. Et tout comme les Juifs alsaciens, les Juifs du Pape constituent les seules communautés évoluant dans un territoire situé en ce temps-là en dehors des frontières du Royaume de France. Et définitivement expulsés du Royaume de France en 1394, les Juifs sont en revanche tolérés dans le comtat venessin sous certaines conditions. Alors sous certaines conditions, oui, parce que, évidemment, ils n'ont pas la même confession, voilà. Alors ils sont tolérés par le pape, déjà, ils peuvent travailler, ils peuvent prendre part à la vie de la cité sans forcément voter. Et sur le plan, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont des gens qui, finalement, sans avoir beaucoup d'argent, ont prêté au pape un certain nombre de certaines sommes, exactement comme les Lombards à l'époque. Et donc le comtat venessin, donc qui concerne donc évidemment Vénasque et toute la partie du comtat qui était sous domination pontificale, va rester bien entendu dans cette espèce de tolérance qui arrive beaucoup plus tard et qui effectivement les rejette. Il y a eu un antisémitisme au départ, effectivement au Moyen-Âge, parce que on accusait évidemment les Juifs d'avoir tué le Christ, etc. Donc c'est toute une histoire, je dirais, para-religieuse, parce que en réalité c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, tout le monde le sait, c'est plutôt les Romains. Alors moi je me suis surtout intéressé, bien entendu, en tant que fait libre, à la langue. Qu'est-ce qui parlait les Juifs? Que parlaient les Juifs à l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance et jusqu'à la Révolution? Quelle langue ils pouvaient parler, ces Juifs comtadins? Le judéo-provençal, peut-être? Alors, le judéo-provençal, c'est toute une étude d'un certain Zossa, Tchaïkovski. Alors, ça n'a rien à voir, c'est pas un même orthographe que Tchaïkovski, le compositeur. Et ce monsieur, donc, a eu la bonne fortune. C'est un bonhomme qui a travaillé sur la langue des fameuses 4 communautés que j'évoquais précédemment, et donc cette notion de judéo-provençal. Et ce monsieur va dépouiller les archives d'une façon extrêmement méticuleuse et très honnête. Il n'a pas de sentiment particulier, il n'a pas d'idéologie à faire repasser sur ce qu'on appelle donc justement la langue que parlaient ces fameux Juifs du Pape. Ce sont des langues qui se sont éteintes, exactement comme la communauté juive du comtat, exactement comme la Provence dite occitanophone ou la Provence provençale vraiment, puisque tout le monde parle français, et donc vous avez tout un jeu d'emprunt mutuel, et donc ce sont des langues qui sont truffées, puisque les Juifs à l'époque parlent 3 langues, la langue rituelle qui est l'hébreu, que vous avez au culte, que vous avez à la synagogue, la langue vernaculaire, donc le provençal, on va appeler ça le provençal, même si c'est le provençal comtadin ou tout, la langue d'oc, l'ancienne langue d'oc, et le français, parce que quand même au départ, et surtout à l'arrivée, quand ils veulent communiquer avec les autres, soit ils parlent en hébreu, soit ils parlent en français. Le provençal étant extrêmement vernaculaire. Et donc ce sont cette conjonction des 3 langues qui finalement ont des passerelles bien entendu, et finalement des emprunts, et souvent ce sont des mots dont on truffe le provençal. Donc au milieu d'un discours provençal, vous avez un mot hébreu parce que c'est un mot, participa par exemple,
Shabbat, Pécha, parce que ceux qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas été habitués à l'hébreu, disent ah ben oui, mais c'est le judéo-provençal. En réalité, c'est du provençal qui est matiné de mots soit français, soit hébreu. Et alors, en fait, le judaïsme pratiqué dans la région d'Avignon et du comtat venessin se distingue de celui des courants ashkénazes et séfarades. Quelles sont ses caractéristiques? Mais déjà, on sait qu'il y a au XVIIIe siècle, je vous ai noté cette histoire, on sait qu'en 1756, par exemple, il y a un rapport en français d'une bagarre et d'une diatribe qui se passe à la synagogue, donc entre juifs, et bien entendu, le rapporteur fait ça en français puisque ça émane de l'évêque, mais quand il cite le rabbin, il le cite en provençal. Ce qui signifierait, alors je vous dis toujours avec toutes les pincettes possibles et imaginables, que les prêches que l'on pouvait faire à la synagogue devaient être, pour être compris de tous, devaient être en provençal. Puisqu'il le cite de cette façon-là, en 1756. Et le biographe du rabbin Mardoché Crémieux écrit un peu avant la Révolution que les Juifs de Carpentras ne parlaient que la langue vulgaire, c'est-à-dire le provençal du pays. Voilà. Et que, évidemment, pour se faire comprendre, à la synagogue, il y avait l'hébreu, mais souvent, on essayait de faire des ponts. Donc, ça, c'est le docteur Parjavel qui annonce ça, et il écrit que seule vraiment la langue populaire donc était parlée par les Juifs, était connue des Juifs, plus que le français et plus que l'hébreu. Il est vrai aussi que on enseignait plus l'hébreu canonique, le véritable hébreu dans lequel sont les tables de la loi, aux hommes. Ce qui fait que les rabbins qui n'avaient l'enseignement, qui était dévolu à l'enseignement des femmes, parlaient en langue vulgaire, donc en provençal, même pas en français. Oui, tout ceci est passionnant, mais alors, à partir de la fin du XVIe siècle, les Juifs sont contraints de s'installer dans des quartiers de rue bien délimités, oui, que l'on appelle les carrières, et qui sont fermés chaque soir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Ah ben ça, les carrières, ça veut dire la rue, hein. La carrière en provençal, c'est la rue, hein. Effectivement, c'était fermé parce que, c'était une habitude dans tous les... Déjà, la ghettoisation, c'était ça. Mais le ghetto à Venise, l'endroit de la fonderie de cloches, là, c'était ça. C'est-à-dire, vous parquez les gens parce que, c'était indésirable. Alors, après, c'est considéré pour éviter les émeutes, pour éviter, toutes sortes de fantasmes que l'on peut avoir. Mais oui, effectivement, les ghettos étaient fermés. Vous le retrouvez partout, il y a des ghettos, malheureusement, dans cette Europe ancienne jusqu'à la Révolution. La Révolution arrive, évidemment, les États pontificaux sont récupérés par la Révolution, donc les Juifs sont libérés, et donc les Juifs, ils vont essaimer un peu partout. Et donc, vous allez avoir des noms en fonction de leur origine. Alors, qui d'Allemagne, qui de Provence, qui Crémieux, qui Digne, etc., etc. Et donc là, vous allez avoir tout un épanouissement, si vous voulez, une libération, en fait, de cette communauté qui était restée repliée volontairement, évidemment, sur elle. Alors, tant que les papes les protégeaient, ou ensuite les nonces apostoliques, les états pontificaux, c'était une partie complètement, je dirais, de repos, quelque part, de répit. À partir du moment où la Révolution s'en empare, évidemment, l'hymne à la liberté, donc tout le monde est complètement libre, les hommes naissent libres et les hongrois, oui, sauf qu'après ça va les rattraper parce que malgré tout on va quand même les repérer. Vous voyez, c'est un peu une fausse liberté. Mais il n'empêche qu'on est dans cette configuration. Et alors l'émergence du provençal, langue vulgaire, romane, ce que vous voulez, du occitan, appelez ça comme vous voulez, appelez la langue vernaculaire, que je parle moi, puisque je suis libre, on a ça dans les pioutines. Et les pioutines, très curieusement, les pioutines sont des célébrations où vous avez une langue un vers en hébreu et un vers en provençal. Mais souvent, le vers en provençal est écrit dans l'orthographe, dans l'alphabet hébraïque. Et donc, c'est très amusant de constater cette alternance permanente que vous avez dans les pioutines. Que les Juifs, eux, n'ont eu de cesse que d'être des Français de confession juive. C'est un peu le fond du problème de Dreyfus. Hein. Ce sont des gens qui sont complètement français, patriotes, complètement intégrés. Par contre, pour des questions religieuses, effectivement, les chrétiens français, donc les chrétiens, souvent, regardaient ça un peu en fronçant le nez. Et alors, certaines professions étaient-elles interdites aux Juifs, notamment chez les Juifs du pape? Ils travaillaient comme tous les artisans. Alors beaucoup se sont fait des spécialités sur le textile, sur l'orfèvrerie, sur la bijouterie, les diamantaires. Bon, puis après, ils travaillaient exactement comme nous. Il n'y avait pas d'interdit, si vous voulez, véritable. Simplement, c'est que comme les nobles chez nous, étaient établis, n'avaient pas le droit de travailler, les Juifs faisaient du commerce.
commerce. Donc ils avaient le droit d'importer, d'exporter, de travailler, de fabriquer, et donc c'était ce qui était dévolu aux sociétés chez nous à l'époque sous l'Ancien Régime. Donc ils avaient après toutes sortes de métiers, mais par contre, donc ils travaillaient peut-être pas forcément en maçonnerie ou dans des choses comme ça, mais c'était des gens qui étaient extrêmement cultivés malgré tout. Donc ils avaient toutes sortes d'accès, évidemment aux archives, au papier, à l'écriture, bien entendu par le truchement de la synagogue, ils avaient accès à tout ce qui concerne les textes fondateurs qui correspondent à l'ancienne alliance des chrétiens. Et certains travaillaient même auprès de la cour papale. Ah, complètement. Oui, il y en avait qui étaient ambassadeurs. Le médecin de Jean XXII était un juif. Il a sauvé le pape. Plusieurs fois, là, on est pratiquement à l'époque du grand schisme. Les juifs étaient un peu comme tous les sémites, extrêmement versés dans tout ce qui concerne l'écriture, la médecine, le symbolisme, donc le Talmud, quoi, aussi, bon, toute la Kabbale, donc la symbolique. Et vraiment, tout ce qui concernait, bien entendu, la médecine ou les arts du chiffre, les arts du nombre, c'est pour ça qu'on les retrouve aussi. Donc tous les grands théologiens sont proches des juifs, de toute façon, ça, il n'y a aucun problème. Et alors, à combien estimez-vous les juifs du pape au cours de l'histoire, cette population ? Bon, écoutez, là, les chiffres ne sont pas très exacts, mais je pense que c'était aux alentours de 20 000, 25 000, entre 20 et 25 000. C'est pas beaucoup, quelque part, mais à l'époque où, évidemment, on n'était pas dans une grande démographie partout, c'est quand même assez respectable, voilà. Et alors, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la situation économique des juifs du pape s'améliore. Elle s'améliore par le fait qu'on les libère complètement. Donc il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de marginalisation. Ils ne sont pas juifs, ils deviennent citoyens. Donc égaux et libres en droit, comme on est dans la République, à la Révolution. Et quand évidemment on a commencé à confisquer les états pontificaux, on a libéré tout ce qui était le mécanisme de ghettoisation, c'est-à-dire les quartiers juifs. Et donc les juifs sont allés partout. Alors après, bien entendu, il y avait toujours la notion de mariage mixte qui n'était pas forcément à l'époque acceptée par tous, mais les juifs sont devenus complètement libres. Vous avez le château d'Avignon qui se trouve en allant sur les Sainte-Marie, c'est des anciennes familles juives. Vous citiez les Valabrègue, mais il y en a partout, je veux dire, voilà, Crémieux, Lunel, ce sont tous des gens qui étaient des juifs du pape au départ, et qui sont allés dans la région occitane d'une part, et puis après, beaucoup plus loin, Carcassonne, etc. Vous avez des gens qui prenaient le nom, effectivement, de la ville ou de la province d'où ils venaient, d'où ils étaient issus. Ils abandonnaient le nom juif officiel de l'état civil. Par contre, dans les prénoms intimes qu'ils avaient par rapport à la religion juive, donc ça, ils le gardaient. Mais c'est secret, c'est intime, ça dépasse pas la communauté. Mais autrement, bien sûr, après, ça devient des citoyens absolument normaux, enfin, comme tout le monde, quoi, hein, oui, exactement. C'est là qu'ils abandonnent aussi, quelque part, une partie d'entre eux, l'appartenance à la synagogue. Et le patrimoine lié aux juifs du pape est très riche. On pense évidemment à la synagogue de Cavaillon, mais le patrimoine ne se limite pas à cela. On peut citer aussi le mikvé de Pernes-les-Fontaines et bien d'autres lieux dignes d'intérêt. Complètement. Alors, la plus ancienne synagogue en état, c'est celle de Carpentras, qui a été, je pense, préservée avec beaucoup d'astuces des désastres de la dernière guerre, là. Mais effectivement, il y avait tous les trésors, enfin, la Torah, tout ce qui concerne les éléments du culte, quoi, bien entendu, avec souvent de l'argent, des choses extrêmement riches. Alors vous avez la grande synagogue de Carpentras qui est la plus ancienne, qui historiquement est très intéressante et qui se visite, bien entendu. Vous avez celle de Pernes, qui est moins connue, celle de Cavaillon bien sûr, celle de L'Isle-sur-Sorgue, et puis le fameux temple d'Avignon, qui est beaucoup plus tardif, qui est 17e, et que moi je n'ai jamais visité, parce que bon, je ne suis pas juif, mais bon, vous avez la mezouza à l'entrée, vous avez exactement, aujourd'hui, c'est un grand temple, vraiment, dans le quartier pratiquement du conservatoire actuel, dans l'ancien palais de justice, à Avignon. Et ça, les richesses, si vous voulez, de ces peuples-là, de ces édifices et de ces communautés, c'est essentiellement la Torah, c'est-à-dire l'écriture, et très ancienne, qui peut être extrêmement ancienne, les fameux rouleaux que vous déployez, le yav avec donc la main lecture, ce qu'on appelle, et puis tout ce qui concerne les éléments de culte nécessaires. Bon. Mais souvent, lorsqu'il y a eu la malparée, quand une chose était menacée, on prenait ce qui était le trésor et puis on le disséminait dans les familles. Et c'est comme ça que
Tchaïkovski, là, donc celui dont je vous parlais au départ, là, Sosa Tchaïkovski, a envoyé aux États-Unis une partie des trésors qui allaient être menacés par les rafles allemandes. Et donc beaucoup de ces trésors du Comtat se retrouvent aujourd'hui sur le YAVO, là, le fameux organisme des Juifs à New York. Et parce que justement, il y a eu cette notion de sauvegarde. Après, beaucoup ont enterré dans leur jardin un certain nombre d'objets, mais il y a eu des espèces de rafles, quoi, effectivement, parce que les Allemands étaient très féroces. Quand on est passé en zone occupée, ça a été vraiment une course à la sauvegarde de ce genre de choses, exactement comme les œuvres d'art dont on a spolié la communauté juive, exactement comme beaucoup d'objets que l'on a essayé de préserver en les enterrant, ou en les camouflant, ou en les peignant, en les banalisant. Tout cela est passionnant, on vous écouterait des heures. Et aujourd'hui, a-t-on les moyens de préserver et valoriser ce patrimoine? Alors, linguistique, beaucoup plus difficile, parce que en fait, c'était le départ de notre réflexion. Et évidemment, les choses se sont enfouies dans les dédales de la mémoire, et puis je dirais du manque d'archives précises. Parce que, vous voyez, j'ai relevé quand même, c'est amusant quelque part, mais le nom, ce nom qu'on appelle nous le judéo-comtatin, il y a à peu près une quinzaine de façons de l'appeler. Vous voyez, on l'appelle, alors évidemment, l'hébraïco-vulgaire et roman, on l'appelle le mauvais hébreu. Pourquoi? Justement, le jargon de l'école, ça c'est plutôt le docteur Barjavel qui l'appelle comme ça, j'en passe et des meilleurs, les archives des mélites, toutes sortes d'interprétations, et jusqu'au piotim. Alors après, le judéo-provençal, le judéo-comtadin, le pseudo-provençal, ou le judéo-comtadin que vous avez un peu partout, et surtout avec la liturgie judéo-comtadienne de Richelieu, c'est un peu tout ça, mais il y a toutes sortes d'appellations, et on est dans la même configuration que ce qui concerne les Allemands, les Juifs allemands, ils parlent allemand. Mais alors, est-ce qu'on peut préserver et valoriser ce patrimoine, mais alors patrimoine architectural? Architectural, oui, ça il faut absolument le préserver. De toute façon, il n'est pas menacé en soi, je pense, parce que les Juifs sont extrêmement regardants sur leur passé. Le peu de traces qu'ont laissé l'histoire, finalement, ils sont assez attachés, Dieu merci, et donc la communauté fait en sorte qu'on puisse préserver ce genre de choses. Maintenant. Mais est-ce que les institutions publiques et privées aident à préserver ce patrimoine? Elles devraient. Alors après, je ne sais pas dans le détail, j'ai pas les dossiers, mais elles devraient. Les descendants de ces communautés se sont particulièrement illustrés dans la société française dans des domaines très variés. Avez-vous quelques exemples contemporains? Tel quel, non. Mais il y en a beaucoup de toute façon. Ils sont tous après, ils sont rentrés dans la société française. Nous avons eu un adjoint à la culture qui s'appelait M. Carcassonne, qui était un professeur de médecine. Son nom fait que, évidemment, il était juif. Après, est-ce que il était chrétien ou pas? Après, je sais pas, parce que vous avez un nom, mais ça ne veut pas dire que vous gardez votre attachement au judaïsme. Vous voyez, il y a plein de juifs qui ne sont pas forcément, malgré leur nom, impliqués dans leur religion. Ça, c'est très curieux. Donc, il y en a. Mais vous voyez, Armand Lunel, une partie de sa collection est exposée au Musée Oratin. Et donc, vous avez des crécelles de Pourim, vous avez un œuf où il y a les 150 psaumes qui sont notés dessus. Armand Lunel, oui, c'est un grand juif français qui a beaucoup œuvré pour son rapprochement. Après, il y en a beaucoup d'autres. Moi, je n'en connais pas, je n'ai pas dressé la liste parce que, voilà, il y a eu le désastre quand même de la Shoah qui a complètement rebattu les cartes. Et donc, ce qui était de l'ancien monde, c'est-à-dire les Juifs qui sont arrivés au Moyen-Âge, au 4e, 5e, 6e siècle, chez nous, après, se sont diffusés, et soit ils ont été happés par tout ce qui concerne les dédales lamentables de l'histoire, soit ils sont restés dans l'anonymat le plus total, et voilà. Moi, j'ai plein de copains, quand on en discute, ils me disent « Ah oui, mais moi je me souviens, j'avais, etc., etc. » Mais en fait, ils ne savent plus, ils ont perdu un peu la notion, sauf des gens qui vraiment ont fait leur généalogie autant qu'ils ont pu le faire pour retrouver leurs racines. Parce que vous avez des cimetières juifs absolument partout. Eh bien, merci beaucoup André Gabriel pour ce cours d'histoire. On sent que vous êtes un passionné et je vous dis au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bonne suite d'émission à vous. Merci. À bientôt. C'est la fin de cette émission. À mardi prochain pour un autre sujet consacré à notre chère Méditerranée. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.